Voilà. Là, je me pose sur ma feuille, je commence à dessiner, et tu vas voir, là, dans 30 minutes, je te sors le truc, non. Le point de départ, souvent, là, maintenant, ça va être une commande. On va me dire, dessine-moi une table basse, dessine-moi une console à luminaire, que sais-je. Donc, il faut quand même qu'il y ait un cadre avec des contraintes. Parce que sinon, on part complètement dans tous les sens, voilà. Ouais. Mais moi, j'ai toujours fait ça, donc en fait, je connais pas du tout de... Moi, je vois qu'il y a des confrères qui ont créé un moteur de production d'œuvres sans que ça tourne, quoi. Ils produisent. Mais moi, avec ces techniques, c'est compliqué, en fait. Donc, je vais être presque toute ma vie englué dans ces problématiques de temps. Ou alors, si je forme une équipe de 3-4 personnes qui sont très habiles à former le métal et à arriver à... Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'elle a été oubliée, qu'elle s'est perdue au siècle dernier. Parce qu'en fait, c'est quand même compliqué de produire des pièces avec ce temps long, ces finitions, voilà, c'est... Ouais. C'est effectivement un travail, il faut le rappeler, manuel. On parle souvent du succès, mais on parle très rarement du travail qu'il y a avant. On parle effectivement très peu des choix qui forgent, des doutes qui freinent, des erreurs qui apprennent et des déclics qui changent tout. Eh bien ça va changer. Bienvenue dans Pourquoi. C'est François, et avec ce podcast, je veux explorer les trajectoires de celles et de ceux qui font, qui dirigent, qui inventent et qui construisent. Ensemble, toi et moi, on va chercher à comprendre comment ils en sont arrivés là et pourquoi. Comment ils travaillent, pourquoi ils prennent une décision, comment ils s'organisent, doutent, avancent. Inspirer, questionner, comprendre, ça c'est pourquoi. Et à l'issue de cet épisode, peut-être tu trouveras toi-même ton propre pourquoi. Allez, c'est parti. Tu as souvent des gens qui travaillent avec toi au sein de l'atelier ou c'est... J'ai un salarié à mi-temps depuis 10 ans, Ok. Mathieu, là. Et puis, de plus en plus, maintenant, je suis sollicité pour des stages. Ok. Souvent des élèves de l'école Boulle, parce qu'il y a un DN made en ciselure. Donc, ça intéresse les étudiants de faire de la mise en forme pour pouvoir travailler sur des volumes en 3D. En général, ils travaillent sur des surfaces planes. Et des élèves du DN made à Brest, qui est un peu la transposition du DMA métal que j'ai fait quand j'étais étudiant au début en fin des années 90, avec Mick Poulard qui était étudiant là-bas, mais qui transmet tout ce qu'on a un peu appris à l'époque, là, l'esprit atelier métal d'Olivier de Serres des années 80-90, début 2000. Voilà. Ok, c'est vrai que l'atelier de serre, c'est pour moi qui suis pas du tout du milieu, alors vraiment pas du tout, c'est quelque chose, quand je l'ai lu, je me suis dit tiens, c'est vrai que j'ai déjà vu ce nom ou entendu. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu une résonance assez forte autour de cet atelier, ou peut-être que j'ai déjà croisé des œuvres ou des artistes issus de cet atelier. Donc en tout cas, c'est très simple. Enfin, j'étais voir, du coup, j'étais revoir. Et... Pour les petites histoires, cet atelier métal, en fait, donc à l'école Olivier de Serres, si je me trompe pas, en fait, il y avait donc Serge Mouille qui était professeur. Lui-même avait été élève à l'école des arts et métiers de comment ça s'appelle, donc j'ai les outils là. René Gabriel Lacroix. Ok. René Gabriel Lacroix, dans les années 20-30, professeur de Serge Mouille. Serge Mouille, professeur de Michel Raffestin et Fred Barnley, donc à l'atelier métal. Donc il y a une filiation comme ça de personnalités qui travaillaient la feuille avec un esprit assez rigoureux. Et c'était ça un peu la philosophie de l'atelier métal. Plus, lors des portes ouvertes, il y avait une scénographie assez particulière. On occultait toutes les fenêtres. Et il y avait des petits spots qui venaient éclairer ponctuellement chaque objet créé par les étudiants. Donc ça crée des reflets métalliques, une ambiance un peu steampunk, beaucoup de liberté aussi dans les propositions.
pouvait travailler sur des luminaires, sur des sculptures. Et voilà. Il y avait une vraie mise en scène qui devait être sympa à voir. Ouais, qui a vraiment a frappé un peu le public à l'époque. Et c'est ce qui fait que c'était assez renommé pour ça. Ok. Eh ben, Nathanaël, merci de m'accueillir dans ton atelier, en tout cas. Ça me fait plaisir. C'est comme je pouvais te dire juste avant le podcast, moi c'est un univers que je connais pas du tout. Enfin, je commence à connaître certains univers d'artisans d'art, d'artistes, mais le tien était très particulier. Je l'ai découvert via la vidéo Le Bonbon là, qui est venu te voir, je crois, il y a pas très longtemps. Ouais. Et j'ai hâte de découvrir un peu qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces œuvres. Ouais. L'homme un peu. Je vais te poser une première question qui est très simple, je pense, mais très compliquée en même temps. Est-ce que tu peux te présenter? Eh bien, je suis Nathanaël Lebert. Je suis un artiste qui travaille avec un médium un peu compliqué, la feuille de cuivre martelée, une technique que j'ai découverte il y a bientôt 30 ans. Et puis, depuis que je l'ai découverte, j'ai souhaité faire ma vie avec, quelque part. Voilà, parce que je pense que quand je suis dans cet atelier et que je travaille cette matière avec ces outils, j'ai l'impression d'être à ma place. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce qui est dur à faire. Enfin, c'est une position où je trouve, c'est là où je suis très admiratif, c'est que c'est un sentiment qui est dur à avoir, souvent. Le fait de se sentir à sa place. Ouais. Ouais. C'est vraiment sympa. Avant de revenir un peu sur le pourquoi du comment, j'ai envie de dire, question un peu traditionnelle du podcast, c'est quoi ta dernière grande décision? Dans quel que soit le domaine, artistique, entrepreneurial, voilà. Quelle est ta grande dernière décision? Ma grande dernière décision, elle a eu lieu il y a 1 an. C'est le fait de déménager mon atelier pour une surface beaucoup plus grande. Parce qu'avant, je travaillais dans 35 mètres carrés. J'ai fait tous les luminaires du 19e, là. Donc c'était à peu près 9 grandes pièces dans ce petit espace. Et ça a commencé à devenir beaucoup trop compliqué. Et il y a 3 ans, j'ai été appelé par la marque Orient Express pour travailler sur le futur train. Et donc ça a été l'occasion pour moi d'imaginer ce déménagement. Et pour réaliser ce futur gros projet. Et moi, il n'est toujours pas acté et ça prend toujours un peu de temps pour que ce projet démarre, mais j'ai quand même pris la décision de déménager. Et voilà, ça c'est une grosse décision parce que ça implique des frais supplémentaires. Il faut préciser, on est à Paris, dans la première couronne très proche. Voilà, on est à côté du périphérique, là, Voilà, donc c'est pas non plus, tu es pas en fin fond de campagne avec des loyers, on va dire, plus raisonnables. C'est plus onéreux. Et puis, il y a une problématique du bruit, du fait d'utiliser des produits chimiques et le feu. Oui. Je suis entouré d'habitations, mais dans cette rue Ouvry, on a la chance que Immobilière 3F et la municipalité a choisi de faire en sorte que des artisans d'art puissent s'installer dans ces locaux. Ce que j'ai vu, c'est que tu n'as pas commencé tout de suite ta formation dans le métier du métal et de ce que tu fais aujourd'hui. Tu as commencé dans le vitrail, je crois, dans une formation de vitrail. Voilà, tout à fait. En fait, pour la petite histoire, moi j'ai grandi à la campagne dans un petit village isolé, près d'Avallon, près de Vézelay, dans une famille assez croyante. Et donc je dessinais, voilà, je fabriquais des trucs, des radeaux, je bricolais dans l'atelier. Et à un moment donné, il fallait, comme tout jeune qui grandit dans un petit village, il faut faire des études à Paris éventuellement, pour tout ce qui est artistique. Et je vois encore ma mère prendre son téléphone, appeler l'ENSAMA, un peu au culot, pour dire mon fils il dessine bien, il faudrait qu'il fasse autre école, enfin voilà. Et j'étais à côté d'elle, et puis la sous-directrice de l'école a dit il peut présenter en candidat libre fresque, lac, mosaïque ou vitrail, un des DMA. Et puis moi j'étais à côté, et puis comme notre maison donnait sur le cœur d'une église, et puis mon grand-père peintre d'icônes et tout ça, j'ai dit vitrail.
Et puis donc du coup j'ai présenté le DMA vitrail en candidat libre. Et c'est comme ça que que tu es rentré dans ce monde-là. Voilà. Et comment s'est fait la bascule un peu du vitrail vers le métal, j'ai envie de dire? En fait, c'était assez simple finalement parce que à l'école Olivier de Serres, donc il y avait donc ce DMA vitrail au premier étage, et au rez-de-chaussée, au sous-sol, il y avait le DMA métal. Donc ces fameuses portes ouvertes, et cet atelier où j'allais pointer le bout de mon nez, essayer de poser des questions aux élèves, et lors des portes ouvertes, il y avait une pièce très très mystérieuse pour moi, qui a été un peu l'enclenchement, la porte vers ce monde de Dean Andris. J'en parle souvent, c'est un cube qui a été formé en une seule feuille de métal, mais c'est une forme anticlastique sur laquelle on va étirer les quatre côtés, et ça forme un cube en fait, en une seule feuille. Et pour moi, ça a été un aspirateur vers cet univers, ce monde où je me suis dit, mais c'est dingue quoi. En fait, c'est très très peu exploité, ça, c'est cette mise en forme de la feuille au marteau. Et après, j'arrêtais pas de questionner les élèves et les étudiants, mais comment, en frappant avec un marteau sur des tas en acier, comment on peut avoir des formes fluides, lisses, en donnant des coups de marteau. Et ça a été une enquête qui a duré 6 mois, j'ai toujours pas compris, même à l'époque. Bon, du coup, de fait, j'étais très attiré par cet atelier, tout en étant étudiant en vitrail. Parce qu'en fait, en étant en vitrail, je me suis rendu compte que c'était surtout un travail de peintre. On travaille sur la couleur, la composition. Et finalement, moi, c'était plus le fait de fabriquer le vitrail avec ces morceaux de plomb soudés, coupés. L'aspect fabrication qui me plaisait. Oui, parce que j'ai eu la chance et l'opportunité d'échanger avec une vitrailliste, je crois que c'est ça le terme, qui est meilleure ouvrière de France, et qui m'expliquait un peu la réalisation d'un vitrail. Et c'est vraiment c'est magnifique ce qu'elle fait, aussi bien très classique que très contemporain. Et effectivement, elle passe son temps à assembler des pièces, mais aussi à peindre. Effectivement, donc je comprends. Donc toi, c'est vraiment ce qui t'intéressait, c'était le cadre, l'assemblage en fait. Voilà, parce que je n'avais pas vraiment de sensibilité pour les... Quoique en fait ça se développe, mais pour les couleurs, le dessin, tout ça, c'est... En fait, je me suis rendu compte après que j'étais plus sensible au volume, à la sculpture, à la 3D, quoi. Ok. Mais j'adore la peinture, j'aurais aimé être peintre en fait, mais c'est... Voilà. L'art s'exprime ailleurs dans ce cas-là. Voilà. Ouais. Et justement, donc tu passes sur l'onglet, sur la partie un peu plus métallerie. Tu as utilisé un terme tout à l'heure que j'aimerais bien qu'on explique, parce que c'est un terme pour moi tout nouveau et je pense qu'il n'est pas très usité. C'est la dent. Bien sûr, je t'ai demandé juste avant si j'allais le prononcer bien. Là, j'ai eu mal de le prononcer, tu vas voir. La dinanderie, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que c'est la dinanderie? La dinanderie, si on prend l'explication, là, c'est une technique qui vient de Dinan, en Belgique, qui date du XII-XIIIe siècle. En fait, c'était apparemment Dinan. Au Moyen-Âge, c'était un carrefour logistique de transport de marchandises. Donc, ils sont mis à fabriquer des contenants en cuivre. Voilà. C'est un peu le Tupperware de l'époque. Ok. Mais la dinanderie, si on regarde le travail de la feuille de métal au marteau, ça existe depuis que l'homme a découvert le métal. Il a fait des lingots, l'a écrabouillé pour faire des casques gaulois, des trompettes, le masque de Toutankhamon. À partir du moment où on a une surface plane en métal et puis qu'on crée des accroissements de surface pour la faire gonfler, où on rétreint le périphérie pour la refermer, on crée des volumes. Et même l'art précolombien, en Mésopotamie, tout ça. Mais voilà. Après, donc dinanderie, il y a un côté un peu... C'est le mot qui ressort pour la technique aujourd'hui. Mais alors aujourd'hui, la dinanderie, elle se pratique plus exactement comme à l'époque, là, au 12. Parce qu'il y a un postulat chez les dinandiers du début du siècle dernier, c'était qu'on formait la feuille au marteau en une seule feuille, sans soudure. Et ça, le coup du sans soudure, en fait, c'est resté ancré chez nous, chez les apprenants, non, chez mes professeurs plutôt. Ok. Pendant longtemps, et il y avait ce côté, voilà, on soude pas, quoi.
Donc pour faire le tour de la dinanderie, c'est une technique qui existe depuis bien avant le XIIe siècle. Et aujourd'hui, on la pratique en soudant, mais à la base, c'était en forme de métal, sans soudure. Donc il y a eu des petites, peut-être des grandes révolutions quand même dans ce métier-là, dans ces cas-là. La grosse révolution, c'est l'ère industrielle qui a fait que ce métier, c'était monter une pièce au marteau, que ça prend plusieurs jours, parce qu'on parle d'une surface plane. Pour fabriquer des contenants, des vases, et en fait, avec la mécanisation, le fait de tourner des pièces sur des mandrins, emboutir tout ça, voilà, c'était devenu obsolète. Donc la seule issue pour des dinandiers aujourd'hui, des orfèvres, des chaudronniers, on peut apparenter ce travail à un travail de carrosserie aussi, carrossier d'art si on veut, carrossier automobile. Tout ce qui est formage de la feuille, le choumac, comme on dit, en aéronautique aussi, on utilise ces process. Et bien pour ma part, c'est d'avoir une activité artistique avec. Oui, parce que c'est vrai que, effectivement, comme tu le dis, toi, tu as une vision artistique de la chose, une volonté artistique, donc, et on en reparlera parce que je trouve les choses magnifiques. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des applications très, très concrètes dans la vie de tous les jours. Tu parlais de l'aéronautique, tu parlais de l'automobile. Il y a sûrement d'autres secteurs de métiers qui font des choses très similaires, mais avec une autre approche. Mais... Après, les formes, elles ont toujours existé. Maintenant, les formes en plastique, on voit des carrosseries de scooters, il y a des ondulations, il y a des mouvements en fait qu'on peut reproduire en feuilles de métal, sauf qu'on le fait plus en métal parce que voilà, c'est. Oui. Hein. Mais pour pas faire trop de digression, je remarque que les logiciels de 3D aujourd'hui, Rhino avec les sub-D, en fait, ils créent des formes. Ça permet de créer des formes en fait très fluides et qui sont très analogues de ce qu'on modèle, ce qu'on a modelé il y a 10, 20, 30 ans à la main en fait. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que l'informatique, les logiciels de modélisation se rapprochent de ces techniques anciennes maintenant. Okay. C'est une convergence en fait. Je reviens un peu sur la partie, justement parce que tu parles d'artistique et toi tu as une approche artistique de la chose. Je vais poser une question un peu bête. C'est que je suppose qu'en sortant de l'école, alors tu me corriges bien sûr si je me trompe, mais en sortant de l'école, ça n'a pas forcément peut-être déjà une idée de partir vers de l'artistique ou pas. Comment s'est fait un peu justement cette transition de ok, tu sors de l'école, je crois que tu pars en apprentissage, où il y a des phases d'apprentissage, pour arriver à dire ok, je vais moi pas par exemple m'orienter vers l'aéronautique ou vers la carrosserie, je vais réaliser des œuvres. Est-ce que tu as déjà cette première idée ou comment ça naît un peu cette volonté artistique? En fait, moi, je me suis pas posé la question. Ça a toujours été une volonté artistique. Parce que je dessinais, je fabriquais des... Je pense que c'est le pouvoir accéder à des formes un peu surréalistes, le côté spirituel en fait que j'ai développé dans mon enfance avec mon grand-père qui m'a appris le dessin, la peinture des icônes. Pouvoir accrocher ce côté un peu surnaturel, surréaliste, ça c'est seulement la création qui me permet de l'incarner dans des objets en fait. Donc j'ai jamais envisagé d'être artisan d'art, métier d'art, ça c'est venu après avec le prix Liliane Bettencourt en fait. Et moi en fait j'avais des exemples comme Hervé Vallenne ou des sculpteurs, ils ont développé une grammaire de forme et c'est ça leur activité. Donc moi en fait j'ai pris le métal et puis je faisais fabriquer des choses avec dans l'idée de les vendre. Bon après ça c'est un autre problème, mais voilà, sculpture et le mobilier, les luminaires, ça c'est venu après en fait, parce que je me suis rendu compte que avec ma galeriste actuelle, qu'effectivement on pouvait tout à fait faire des pièces un peu extravagantes, sculpturales, tout en faisant qu'elles soient utiles, sous forme de luminaire, de mobilier. Ça fait 2 fois que tu mentionnes ton grand-père, je crois que c'est ça que tu me disais. Il a l'air d'avoir une influence assez importante sur ta vision aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce
Parce que j'ai cru comprendre que tu en parles de temps en temps aussi dans tes interviews. Il était architecte, mais effectivement, il peignait des icônes. Architecte des monuments historiques, il a participé à la restauration de la chapelle du Mont-Saint-Michel, entre autres. Enfin, il connaissait, je crois que c'était Bernard Froidevaux à l'époque. Ouais, mais c'était quelqu'un d'assez rigoureux qui m'a appris la calligraphie, le dessin, les proportions. Voilà. Mais en même temps, arrivé à 18 ans avec tout ce bagage. Enfin, chez mes parents, il n'y avait pas de livre d'art. Il y avait juste Van Gogh, en fait. C'était où l'iconographie, les peintres, les peintures, les fresques au Mont Athos, des choses comme ça. Donc c'était toujours des références byzantines et D'accord. voilà. Enfin, bref. Mais à 18 ans, en fait, j'ai 19 ans en composition d'art appliqué. J'ai une de mes professeurs de l'ENSAMA qui m'a dit écoute, mon coco, à un moment donné, faut que tu arrêtes avec ça. Soit tu fais ta vie d'artiste, soit tu restes à peindre des icônes, à faire la calligraphie. Et ça a été un peu un électrochoc. Et je me suis dit ouais, effectivement, je vais enlever mes œillères, je vais regarder l'art en général, ce que font tous les artistes. Et une fois arrivé à Paris, c'était possible, en fait, parce qu'on avait accès aux bibliothèques, aux musées, toutes ces choses-là. Donc en fait, oui, le rapport à mon grand-père, c'est un peu ambivalent, parce que quelque part, j'ai souhaité un peu me débarrasser de ce bagage culturel, artistique un peu fort. Il était un peu gourou aussi, parce qu'il écrivait des livres. Enfin bon, je vais pas trop m'étendre sur lui, mais... Ça a été une figure, ce que je comprends, c'est que c'était une figure forte qui t'a inspiré, et puis qu'elle il a fallu se détacher à un moment, parce que... Mais je me suis détaché depuis 30 ans maintenant. Oui, maintenant c'est fait. Et justement, tu parlais d'artistes qui t'ont inspiré aujourd'hui. Alors, à l'époque ou aujourd'hui, hein, est-ce que c'est toujours le cas? T'as toujours des... Et je vais m'approcher un peu de ce côté justement artistique. Comment tu crées? Je vais plutôt tourner ça comme ça. Comment tu crées? Comment tu arrives à une pièce, que ça soit fonctionnel ou une pièce purement artistique? Parce que c'est toujours un peu le mystère. Et je vais te donner moi ma vision de personne qui n'est pas artistique, mais qui aime beaucoup la création. C'est des fois tu vois des artistes, tu les vois travailler, puis le jour au lendemain ils te disent j'ai une idée, ou voilà, et puis ils dessinent quelque chose. Alors c'est pas toujours très abouti, puis ils évoluent, puis pouf, ils arrivent à une fin, à une œuvre. Et moi j'ai toujours dit mais ok, qu'est-ce qui se passe entre le moment où ils se disent j'ai une idée, et avant, en fait. Et toi, comment t'en arrives justement à cette création? Le point de départ, souvent, là, maintenant, ça va être une commande. On va me dire, dessine-moi une table basse, dessine-moi une console à luminaire, que sais-je. Donc, il faut quand même qu'il y ait un cadre avec des contraintes. Parce que sinon, on part complètement dans tous les sens. Voilà. Et après, c'était Mathieu Léonard qui parlait de ça, et c'est assez pertinent. C'est que notre cerveau, il va voir ce problème et puis il va un peu tourner tout seul par rapport à ça. Donc au début, on va pas se mettre, enfin moi personnellement, je vais pas me mettre sur une feuille blanche puis commencer à dire, voilà, là je me pose sur ma feuille, je commence à dessiner et tu vas voir, là dans 30 minutes, je te sors le truc. Non. Commence un peu à défricher le machin. Après, on va passer sur un autre matériau pour éventuellement de la terre ou du béton cellulaire, on va gratter un peu. Après, on va passer sur un logiciel de 3D. En fait, c'est un peu comme si on essayait de créer une nasse qui va emprisonner l'idée en fait qu'on a. Mais on a toujours des intuitions. Après, parfois aussi, ce que je viens de faire, c'est que je m'allonge, c'est comme si je dormais en fait. Puis je laisse mon esprit divaguer. Puis j'ai des images qui me viennent. Puis je laisse un peu le temps passer. Puis... Mais c'est ça en fait. Il n'y a pas une stratégie directe qui va vers l'œuvre finie. C'est juste... c'est comme si on essayait de l'attraper un peu par hasard. Hein. Des fois, je parle aux stagiaires, je leur dis, c'est comme si on essayait d'attraper une poule dans un grand pré. Et on essaye de trouver plusieurs stratégies, mais c'est jamais... J'arrive avec mon lasso, paf, je l'attrape, quoi. Et puis souvent, en fait, dans le parcours, en train de chercher cette chose qui va aboutir, parce qu'on aura un peu tâtonné de plein de manières. Parmi, mettons, des dessins, il y en a un, on va dire, ah non, mais ça, non, carrément pas, c'est pas ça. Et puis après, on continue dans l'autre direction. Et puis après, à la fin, on se rend compte que, non, en fait, c'était ce petit croquis qui paraissait rien du tout, qui en fait était là, la piste, la bonne piste. Et c'est souvent, en fait, dans mes premières sculptures, quand j'étais à Montreuil, je grattais
du Cyporex tout l'après-midi. À la fin, j'avais de la poussière partout. C'était plein de petits bidules autour de moi. J'étais exaspéré. La création, c'est assez déstabilisant parce qu'on passe beaucoup de temps à rien trouver, en fait. Et à un moment donné, en fait, c'est plutôt, pour moi, le fait d'avoir l'œil, à un moment donné, de savoir désigner à quel moment, parmi toutes ces itérations, ça, c'est intéressant. Voilà. Et après, on l'a fait sortir du lot, on la retravaille sous forme de dessin, de 3D, nanana. Et puis, en fait, elle retombe, ça va pas. Et puis, c'est assez chaotique, en fait. C'est jamais un parcours gagné d'avance. Parfois même, on se dit, bon, à un moment donné, il faut que tu arrêtes de faire des itérations, tu vas choisir ça, puis tu y vas. On l'amène au bout, mais là, je suis en train de faire des tables basses nuages, et puis pendant tout le temps de fabrication, ça ressemble à rien, c'est une espèce de forme, machin. Et c'est une fois que c'est terminé, avec la patine, le décor, tout ça, que ça jaillit. Donc en fait, on est vraiment dans l'obscurité, pour moi, et pas l'angoisse, mais l'inconfort de ne pas être sûr tout du long, en fait. Donc faut pas croire que c'est des métiers, pour ma part, c'est pas quelque chose de toujours fluide. Ouais. C'est ce que je comprends, et ce que moi personnellement je trouve dur, c'est que je vais faire un parallèle avec moi, mon métier, qui est, pour ceux qui ne savent pas, de l'informatique ou du numérique. Alors, on a des incertitudes, mais à un moment, par exemple, je fais la construction logicielle, enfin le développement de logiciel, enfin pas moi, mais je fais dans des équipes. Bon, il y a beaucoup de certitudes. Voilà, on dit il faut qu'on aille là, on sait comment aller là. Alors il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs possibilités. Je parle même pas de code, de choses comme ça, mais il y a des chemins. Et on est à peu près, on va sur des choses assez schématiques. Il y a bien sûr, comme tu disais, il y a des itérations, on fait des améliorations, des choses comme ça, mais voilà, on a des lignes assez droites et on sait où on va. Et je trouve que c'est un peu en totale opposition, sans être en totale opposition, parce qu'il y a aussi des choses qui peuvent se ressembler, mais justement cette approche un peu artistique de, comme tu dis, un peu d'incertitude. Et c'est ça qui est, je trouve, le moment un peu magique de se dire, et ce que je vais te poser la question, mais tu me diras si tu sais y répondre, c'est de se dire, ok, celui-là, potentiellement c'est le bon, je vais l'amener plus loin. Et ça, parmi les 5, 10, 15, 20, 30, peut-être 40 itérations que tu as pu faire, c'est se dire à un moment, et c'est ça que je cherche un peu à comprendre, mais je pense qu'il est difficilement explicable, se dire, ok, c'est potentiellement celui-là. Alors, une chose que j'ai oublié de dire, c'est que je ne créais pas tout seul, parce que ce que je dessine, ce que je vais modeler, je le présente soit à ma galeriste, soit au client. Donc en fait, eux, ils ont un regard qui va me donner des indications. En fait, moi, je vais chercher à faire des pièces qui vont un peu me challenger, puis aussi qui poussent le curseur de l'expressivité, le baroque, dans des dimensions qui vont un peu pas choquer le public, mais lui dire, ah, mais j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est quoi ce truc qu'il va produire? C'est à produire des œuvres qui font que, ouais, quand on les voit, on se dit, mais ouais, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est ça qui m'intéresse, en fait. Et alors forcément, je sors de ce que j'appelle les créations un peu design, où, voilà, avec 3 pieds machin, texture bidule. Moi, ça m'ennuie, en fait. Donc, alors, c'est sûr, c'est des pièces qui sont pas évidentes à mettre chez soi, mais en même temps, pour moi, elles sont révélatrices de ce que peut être la vie, et puis explorer toutes ces formes-là, libres, quand on va au Louvre, on voit que le moindre objet, à l'époque, était dessiné, sculpté. Vous avez des mugs avec, il y a une tête qui sort avec une barre, c'est sculpté d'une finesse. Et voilà, ils n'hésitaient pas, tout était ornementé, dessiné. Le curseur, ils y allaient à fond. Aujourd'hui, on s'est un peu appauvri, parce qu'il y a l'industrialisation qui a standardisé un peu les formes. C'est sûr que moi, je vais faire une pièce, ça va me prendre 2 mois. Voilà, c'est des pièces un peu d'exception. Mais quelque part, mon rôle, il est là pour dire, voilà, avec une feuille de métal, ce qu'on peut faire. Essayer d'inspirer les gens après, plus tard, pour qu'ils fassent un peu la même chose. Et voilà. Sortir un peu du conventionnel et justement du formaté, même si ça n'a pas forcément qu'un côté négatif, parce qu'on utilise tous des choses formatées, mais
si je traduis un peu tes propos et surtout tu me corriges, mais c'est aller chercher un peu l'imaginaire en fait, un peu pas du choc, mais de la réflexion, de se dire ah oui, il y a autre chose qui est possible. Voilà, mais c'est ça, il y a un côté surréaliste un peu en fait. Quelqu'un m'a m'a évoqué ce terme par rapport à mon travail là, et effectivement c'est assez juste. C'est vrai que, alors, si vous avez l'occasion même, je vous invite complètement à aller faire un tour sur ton site internet si on peut, on est loin, mais ou à venir en galerie, tu nous diras peut-être aussi où tu es exposé, mais d'aller voir un peu ton travail, tes réalisations qui sont... Moi, la première chose que j'ai vue, ça a été des choses... Le premier mot qui m'est venu à l'esprit, c'est un peu abstrait. C'est-à-dire que... je crois que c'était une lampe. J'aurais jamais dit que c'est une lampe. Tu me l'as posée parmi des dizaines d'objets. J'aurais jamais dit que c'était une lampe en premier cas. Donc mais c'est ça qui est, je trouve, qui est intéressant et qui dénote et c'est très très abstrait pour moi. Tu vois l'approche et c'est vraiment top. Peut-être tu parles de la lampe Silverbird ou Cobra, c'est une lampe argentée, non? Oui. En fait. Donc en fait là, oui, alors le réflecteur en fait c'est une ancienne sculpture et puis elle a un pied un peu à la Brancusi, donc il y a cet élan. Et ça j'aime bien en fait quand ça c'est ma galeriste qui m'a parlé de Brancusi, mais quand on trouve des analogies entre des artistes qui sont pas nos parents professionnels, mais nous en tant qu'artistes on est des passeurs, donc j'aime bien quand on reconnaît des mentors, c'est des des mentors un peu ça. Oui, des choses, ils sont posés les mêmes questions que nous en fait, et ils ont solutionné les choses sous ces formes-là. Ils ont trouvé une grammaire plastique qui est évidente en fait. Et ça c'est quelque chose que j'ai remarqué en grattant du Cypor-X, en dessinant, en me lancer. Parfois en fait, j'avais l'impression de pas remonter l'histoire de l'art, mais des choses que je trouvais de manière parfaitement authentique par moi-même. Et ben je me rendais compte que c'était ça faisait partie d'une grammaire plastique qui avait déjà été utilisée par un tel artiste. Voilà. Alors, j'en étais là. Après, je continuais à mes recherches. Ah bah maintenant, je suis à telle époque avec lui. Et en remontant petit à petit, et en fait, il y a des évidences en fait dans le modelage, et jusqu'à des choses très complexes aujourd'hui comme fait par exemple Tony Cragg là, ces formes qui sont vibrées, tournées dans tous les sens avec des logiciels de 3D. Donc ça, c'est complètement inaccessible avec un travail au marteau à la feuille. Mais ouais, voilà, ça c'est important de se dire qu'on est des passeurs. J'aime bien cette notion de passeur et c'est ça pour moi et je vais revenir plutôt sur le domaine artistique. C'est vrai que quand on parle d'artiste, dans notre vision aujourd'hui très, et je suis le premier à dire ça aussi, c'est dans une vision très utilitaire, très matérialiste. On peut se dire bon, artiste. Mais il y a aussi cette approche très... Je vais utiliser des termes qui sont peut-être très rêveurs, très voir autre chose que ce qu'on peut voir de tous les jours, qui fait du bien en fait. Oui, ça c'est important. Je me rends compte, lorsque je vais au Louvre par exemple, musée des arts décoratifs, j'ai l'impression de me laver les yeux en fait. Parce que finalement au quotidien on est entouré de choses qui sont pas forcément très intéressantes à regarder, et ouais, c'est ça. Tu parlais de tes œuvres. Avant qu'on passe un peu sur le côté un peu entrepreneurial, parce qu'effectivement, il y a de l'entrepreneuriat dedans, dans ton activité. Quelle est l'œuvre qui, selon toi, où tu es passé du stade je fais un peu mes œuvres de mon côté, et alors je vais dire du jour au lendemain, mais c'est potentiellement pas du jour au lendemain, parce que pour toi c'est peut-être une grande période qui t'a permis de passer un peu sur le versant d'après de ce que tu es aujourd'hui, la version artistique, enfin une version artistique, une version de dire ok, ça m'a fait, moi j'aime bien utiliser le terme exploser, mais qui est peut-être une explosion un peu plus diffuse dans le temps et pas forcément d'un jour précis quoi.
Pour un artiste, ouais, plus le nom circule, plus, voilà, plus ça peut le permettre de se faire connaître. Alors, je dirais pas qu'il y a eu une explosion, mais c'est clairement le fait d'avoir reçu le prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main en 2014 avec la sculpture L'Infini, qui a fait que voilà, mon nom a été un peu plus mis en avant. Et puis moi, ça m'a soulagé par rapport à cette idée que voilà, j'ai atteint un niveau qui fait que on reconnaît la qualité, voilà, de mon travail. On reconnaît le fait que j'existe avec cette technique qui n'existe plus. Et puis voilà, donc c'était assez apaisant. Et oui, il y a clairement eu une bascule avec ma galeriste actuelle à Paris, Michel Hayem, qui m'a contacté puis qui a souhaité développer des pièces avec moi. À l'époque, en fait, je faisais surtout des sculptures parce que et j'en fais moins aujourd'hui, ça me manque un peu. Mais elle m'a invité à faire ces pièces de mobilier et voilà. C'est ce qui a permis de développer cette activité. Voilà. Ok. J'en passe parce que je vois un peu le temps défiler et je voudrais quand même aborder cette étape. Forcément, puisque tu parles on parle de mobilier, de galeriste, de vente, parce qu'à un moment, il faut bien que tu vives. Forcément, il doit y avoir une entreprise derrière le côté artistique pour réaliser le côté. Comment tu vois un peu cette dualité? Est-ce que tu l'avais dès le début envisagé, mais cette dualité un peu artiste-entrepreneur, parce que c'était un entrepreneur du coup. Tu me disais que tu avais un salarié, même mi-temps, donc c'est forcément qu'il y a une structure derrière. Quelle est un peu toi ta vision des choses là-dessus? Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. En fait, c'est un glissement. Voilà, parce que quand j'étais étudiant, j'avais déjà des commandes. Bon, alors, toujours mon grand-père qui m'avait passé commande de grands lustres pour une église. Et moi, j'ai toujours aimé ça, le fait d'avoir des commandes et de fabriquer des trucs. Et puis, je sais que j'aurais de l'argent au bout, quoi. Donc, ouais, c'est ça qui a fait que, en fait, je pense que j'ai voulu me mettre dans un atelier, fabriquer des choses et les vendre avec donc le métal. Voilà, c'était très bien. Après, ce qui est important, c'est les rencontres. Donc, je gagne pas ma vie qu'avec l'artistique. Donc, j'ai un pan qui est... donc, je communique peu. C'est des choses qui sont pas visibles sur Instagram ou sur mon site internet. Donc, quand je suis sorti de l'école, donc, je crois que j'ai travaillé avec la maison Chéret pour faire des fonds baptismaux, des calices, des choses comme ça. Donc c'est des pièces complexes à faire, mais qui permettent déjà de résoudre certains problèmes. Voilà. Et je me souviens, à une époque, c'était vraiment compliqué. J'avais plus trop de sous. J'ai imprimé un petit fascicule j'avais acheté des cartouches d'encre, j'avais imprimé un petit fascicule. Puis je suis allé voir, sous les conseils de Madame Chéret, Christian Liègre, le décorateur. Donc rue du Bac, j'ai amené mon petit fascicule, mon portfolio à un vendeur qui était sur place. Et à l'époque, j'avais un atelier à 1h30 de RER de Paris, là, c'était compliqué. Puis un soir, j'étais dans le RER, j'entends un appel de Christian Liègre qui m'appelle et qui me propose de passer le voir dans son agence d'architecture intérieure là, à Paris. Et donc ça a été le point de départ d'une collaboration sur des grosses pièces, des pièces de plus en plus importantes. Et voilà, donc c'est important pour moi d'avoir plusieurs canaux de distribution, si on veut. Et moi, j'aime bien parce que c'est souvent des projets où il y a de l'argent, et donc en fait, il y a possibilité de faire des grosses pièces, et moi, ça me pousse, ça me fait progresser dans ma technique. Et ça me fait rencontrer des gens, ça me fait... parce qu'en fait... Sorti de l'école aussi, j'étais dessinateur à mi-temps pour les ateliers Bataillard. Donc là, j'ai croisé quelques décorateurs à l'époque, qui sont très connus maintenant. Et donc ça m'a permis d'aller dans des intérieurs luxueux à Paris, je sais pas, avenue Foch, et de voir un peu que c'était ce monde un peu luxe, et ce dans quoi pouvaient atterrir des objets que j'aurais façonnés. Et pour avoir un peu une idée du niveau d'exigence, de finition, et voilà. C'était assez formateur. C'est intéressant cette phase que je ne savais pas du tout, ce qui est justement, et cette notion très intéressante qu'on retrouve dans pas mal d'entreprises, mais dont on parle peu, je trouve, dans le milieu artistique, même artisanal, c'est d'avoir plusieurs, comme tu disais, plusieurs voies de distribution
plusieurs activités, parce que bon, il y a le côté très artistique dont on a beaucoup parlé, mais de ce que je comprends, il y a aussi des pièces un peu plus, je vais pas dire traditionnelles, parce que c'est peut-être pas le terme, mais plus fonctionnelles ou plus qui vont rentrer dans d'autres cadres où effectivement il y a des choses c'est des projets, comme tu dis, rémunérateurs et qui vont te permettre de vivre et de développer sûrement le côté artistique également derrière. Ouais. Donc c'est cette importance, toi tu l'as vu très vite, ça me semble, ouais. Très vite, et ce qui a permis de développer sûrement. Alors, je ne diminue absolument pas sûrement les phases un peu dures que tu as dû vivre, parce que je pense que la vie n'est pas toujours simple sur ce point-là, mais qui a permis de grandir de manière à aujourd'hui en arriver ici en fait. Ouais, voilà, ouais. Ouais, c'est ça, c'est des choses qui se font petit à petit en fait. Parce qu'il y a un réseau qui s'est créé petit à petit. Alors moi je suis pas le champion de la communication, mais il se trouve que quand même malgré tout, un petit peu par-ci par-là, et puis je fais vraiment très attention à ce que les pièces que je fabrique, qui sont livrées chez ces clients prestigieux, soient impeccables, parce que après, voilà, c'est un des aspects du travail du métal, c'est qu'on peut pas tricher, hein, pour vraiment. D'accord. Et puis c'est des pièces, ça rigole pas, quoi. Dernièrement, c'était un grand luminaire d'1,80 m, double coque, enfin à l'intérieur tout martelé, poli, verni, avec une rampe de spot pour un client en Chine. Enfin, c'est comme j'ai la chance de travailler pour des décorateurs top niveau, l'exigence elle est aussi top niveau, mais non, mais c'est chouette parce que voilà. Puis il y a ce côté un peu grisant d'avoir des commandes qui apparaissent comme ça du jour au lendemain. Là, il y a 2 ans, c'était pour la marque Orient Express. Donc c'est ça un peu qui fait qu'on continue, c'est que y a rien, c'est galère, et puis un jour, pouf, on se retrouve à pouvoir peut-être faire les luminaires pour la galerie du 19e, là, chez Annel, des trucs comme ça, c'est rigolo. Ça n'est pas... Beau projet. Ouais. Puis c'est aussi ça qui est, moi je trouve intéressant, c'est de faire partie d'ensemble et de dire, je fais une pièce pour, tu parles de l'Orient Express, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais tu te dis, l'Orient Express, c'est une sacrée réputation, c'est une histoire, quoi. Ouais. Donc c'est rentrer dans des styles comme ça, pareil. Je connais pas la galerie de Chanel 19M, ça. Ouais, c'est à la porte d'Aubervilliers. Ok, faudrait que j'y aille faire un tour, mais c'est quand même des beaux noms, donc c'est intéressant. Et tu as sûrement travaillé sur d'autres projets avec des noms plus ou moins connus, mais une chose que je voulais souligner, que je trouve très intéressant, que tu pointes de manière assez évidente, mais que je voudrais qu'on souligne, c'est la notion pas de communication, mais plutôt de réseau de rencontres. Et ça, moi je trouve que tu en parlais dans la prise de décision en tant que telle. Je trouve que c'est toujours très important, cette notion, et qu'on la met pas assez en avant. Que, en fait, que si on veut que des choses arrivent, il faut rencontrer des gens, en fait. Et ça me semble être... pourtant, ça semble pas toujours être naturel. C'est compliqué, en fait, parce que moi, au tout début, lorsque je faisais que de la sculpture, j'avais mon portfolio, et là, j'allais pousser la porte des galeries. Donc là, c'est quand même chaud, quoi. J'ai toujours été accueilli assez chaleureusement, finalement. Et finalement, ça a quasiment toujours été... Ça a toujours abouti à la proposition de présentation de pièces. Voilà. Par rapport à... Oui, pour communiquer, j'avais... Non, je sais plus ce que je voulais dire. Moi, je trouve que, comme je te disais, la rencontre, et je trouve que tu le mets bien en avant, donc je suis content qu'on aborde ce point, parce que c'est vraiment important. Et d'ailleurs, toi, parmi toutes les rencontres que tu as fait, est-ce qu'il y en a une qui a pas changé les choses, une ou deux qui te restent en tête, pas forcément changer, révolutionner les choses, mais qui t'ont fait dire, ah ouais, cette rencontre, elle est vraiment précieuse. Comme je disais précédemment, Christian Liègre, ça c'était. J'ai vraiment eu la chance qu'il accepte de passer un peu de temps à réfléchir à des pièces qu'on pourrait faire ensemble.
Parce qu'au tout début, en fait, il a regardé mon portfolio, il a pointé du doigt 2 sculptures, il a dit celle-ci, je te les commande. Donc génial, extraordinaire. Donc après, je suis arrivé dans ses showrooms, j'ai déballé mes sculptures devant tous les architectes qui travaillaient pour lui. Et il a dit, on va travailler avec lui. Puis après, il a dessiné des luminaires, des choses un peu plus compliquées à faire. Fil en aiguille, en fait, voilà. Mais il m'a donné ma chance, c'est dingue. Ouais, et il était curieux de ses savoir-faire un peu. Puis il a dû percevoir qu'il y avait un potentiel. J'avais 24 ans à l'époque. Ouais. Et donc, c'est déterminant. Ouais. Et puis c'est important. Alors, je vais pas dire c'est loin d'être facile. C'est que c'est important que des gens aussi établis donnent la chance à des arts comme le tien et des jeunes. Ouais. Parce que c'est ça qui fait avancer les choses aujourd'hui. Parce qu'après, j'ai tenté ma chance avec d'autres décorateurs et ça n'a pas matché pareil. Quoi. Ouais. Ils n'ont pas eu la même vision. Ouais. Et pour qu'on se rende un peu compte aussi, toujours un peu dans l'aspect entrepreneurial, une pièce pour toi, quand c'est une commande, tu as déjà donné quelques délais, mais une pièce pour toi, alors ça doit varier pour chaque pièce, j'en conviens bien, mais combien de temps ça te prend en moyenne pour faire une pièce? Tu vois, tu parlais du lustre de 1m60 ou 80 qui est parti en Chine. C'est combien de temps de travail derrière? En général, ça va me prendre 1 à 2 mois. Après, pour ce grand luminaire, il y avait des parties qui étaient sous-traitées parce qu'il fallait croquer la feuille. Donc, c'est-à-dire faire des plis successifs tous les 5 mm pour courber la feuille suivant un gabarit donné. Il y avait des coques extérieures, enfin bref. 1 mois et demi, 1 mois... Non, 1 mois et demi, 2 mois. Voilà. Il y a de la sous-traitance. Alors, je suppose que c'est pas 1 mois et demi à fond sur une pièce. Tu dois passer de pièce en pièce un peu pour faire avancer les projets, mais ça montre aussi l'investissement et le temps nécessaire pour ça et les contraintes, je veux dire, budgétaires derrière qu'il doit y avoir. Parce que... mais moi, j'ai toujours fait ça, donc en fait, je connais pas du tout Moi, je vois qu'il y a des confrères qui ont créé un moteur de production d'œuvres sans que ça tourne, quoi. Ils produisent. Mais moi, avec ces techniques, c'est compliqué, en fait. Oui. Je vais être presque toute ma vie englué dans ces problématiques de temps. Ou alors, si je forme une équipe de 3-4 personnes qui sont très habiles à former le métal et à arriver à... Ouais. Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'elle a été oubliée, qu'elle s'est perdue au siècle dernier. Parce qu'en fait, c'est quand même compliqué de produire des pièces avec ce temps long. Ces finitions, voilà, c'est... Ouais. C'est effectivement un travail, il faut le rappeler, manuel, même si tu utilises de l'outillage manuel que tu fais au fur et à mesure. Chaque coquille est une mise en forme à la main, petit à petit, planée. Après, il y a toute l'étape de soudure, d'assemblage par soudure qui est très délicat. Les finitions, le décor. Alors moi, idéalement, en fait, il faudrait que j'aille un peu plus vers le bronze. Faire un modèle en dinanderie. Après, je l'amène chez un... Ça, c'est ce que j'aimerais bien faire à l'avenir. Parce que ça me permettrait de faire des séries et puis pouvoir un peu plus alimenter d'autres galeries. Et parce que ça, c'est... Ouais, ce temps long de fabrication qui est complètement déconnecté de la réalité d'aujourd'hui. Ouais. Tout va très très vite. Mais quelque part, souvent, à un moment, je disais, c'est ça, en fait. C'est ce qui rejaillit dans la pièce une fois qu'elle est terminée. C'est le temps passé, quoi. C'est comme si elle avait bu toute cette énergie et qu'elle la retransmettait autour d'elle. C'est peut-être un temps nécessaire aussi. Oui, complètement. Parce que parfois les choses rapidement faites... Mais en fait, finalement, en bronze, c'est pareil. Sauf qu'ils sont plusieurs à travailler dessus. Moi, la difficulté aussi, c'est que c'est tout de suite très technique et je peux pas tout déléguer à... C'est ce qu'il faut aussi que... on m'appelle pour certaines réalisations parce qu'on trouve personne, même dans le monde, incapable de faire ça. Ah oui. Des grandes pièces comme ça, avec des volumes aussi complexes, des mises en œuvre. Non, j'ai un peu poussé le truc un peu loin, mais et à chaque fois, mais il y a un moment, il faut que je fasse gaffe, pas il peut y avoir un moment, un point de rupture, où je vais prendre la commande de trop et je peux me casser la gueule en fait. Parce que même si j'ai beaucoup d'expérience, il y a des volumes, il y a
des trucs, enfin c'est un peu compliqué à expliquer, mais ça peut, et c'est souvent des grosses sommes d'argent, des acomptes voilà, importants, et si la pièce, tant qu'elle n'est pas amenée, finie, 100% nickel, voilà, comme on l'attend, bah ça vaut rien en fait. Et là, on dit qu'est-ce qu'il faut? Il faut rembourser. Vous avez passé un mois ou deux à fabriquer un truc qui vaut rien. Ouais. Donc c'est des business vachement risqués, quoi. Ouais. Et ça repose sur mes épaules. Il n'y a que moi en fait, hein, je suis tout seul. Et c'est ça qui est aussi très intéressant à comprendre aussi. Parce que effectivement, on parle d'artistique, mais à un moment, il y a toujours un aspect financier qui rentre en jeu. Je vais faire un parallèle, enfin, un contre-exemple, où pour une grosse boîte qui vend des centaines de produits à la chaîne parce que c'est plus facile à fabriquer, des choses comme ça, eux, ils ont alors, non, ça dépend des commandes, mais une grosse commande qui s'annule ou qui n'est pas comme ils veulent, bon, ils remplacent ou ils remboursent, mais ils ont des tels volumes que, de ce que je comprends, toi, et c'est la difficulté pour moi, ce que je vois, et le point qui me fait dire ça, c'est que, bah, comme tu le dis très bien, c'est une pièce que tu vas développer sur, disons, 1 ou 2 mois et des engagements financiers forts et que tu n'as peut-être pas la trésorerie pour rembourser parce que tu as déjà engagé des frais. Je suis pas sûr que le métal soit très très abordable, le temps passé, les locaux, voilà. Donc effectivement. Et justement, toi, est-ce que ça va être parmi mes deux dernières questions. Tu me parlais de dire, voilà, est-ce que c'est pas la commande de trop? Comment tu approches? Est-ce que tu analyses ou comment tu vois ça un peu quand tu as une commande qui tombe? Est-ce que déjà tu as déjà refusé des commandes? Et ou te dire, ah là, je suis pas sûr techniquement. Comment tu approches un peu ce côté-là? Ben, pour l'instant, en fait, j'ai remarqué que toutes les commandes qui se succédaient, elles étaient toujours un petit peu un cran au-dessus à chaque fois. Et globalement, en fait, ça suit son cours de manière un peu progressive, et puis ça suit un peu le développement de l'entreprise, en fait, parce que c'est sûr qu'il y a 1 an, j'aurais pas pris certaines commandes, donc là, j'espère travailler sur des grands bas-reliefs en dinanderie. Là, j'avais pas la place dans l'ancien atelier. Donc en fait, c'est plutôt une question de taille de pièce, mais si elles sont morcelées, c'est gérable. Alors on m'a contacté pour faire un très grand alambic, un truc de 1000 litres, je sais pas quoi. J'ai jamais fait ça de ma vie. Bon, ça va peut-être pas se faire, hein. Mais moi, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de voir un peu. Apparemment, c'est Jean Boisserie qui l'a fait, là. Il avait 80 ans. D'accord. Donc il accepte de me donner des infos. Pas des choses comme ça. C'est... ouais, non, mais c'est sûr que il faut sentir le moment où il y a des choses, faut pas y aller parce que c'est trop. Bon, globalement, on est 2. Après, il y a aussi des machines. Moi, j'ai choisi parce que l'atelier reste tout en 220 volts, c'est pour éviter d'avoir des machines trop industrielles, vous voyez. Et donc ça reste à dimension, faut que ça reste à dimension artisanale, limite, j'écarte les bras. Petit accident. J'écarte les bras et je peux tenir la pièce à 2, voilà. Mon mari belge, c'est gérable. Mais c'est vrai qu'au-delà, après, s'il y a trop de systèmes, s'il y a des machines trop importantes, là, je sais que c'est ces indicateurs-là qui me disent qu'on bascule vers un truc un peu plus industriel. Et là, pour le coup, c'est pas pertinent que je le fasse moi, en fait. Ouais. Il y a des limites humaines que toi, ou soit ça passe sur des formats plus industriels, soit. Ouais, c'est ça, en fait. Voilà, ça, c'est la bascule vers l'industrialisation, finalement. Avant-dernière question, parce qu'il y aura 3 dernières questions. Au début, je te demandais quelle était la question la plus impactante que tu as pris dernièrement. Et je vais faire l'exercice inverse. Quelle est la dernière décision sur laquelle tu reviendrais et pourquoi? Donc, quel que soit le domaine, peut-être une agence artistique ou des choses comme ça, pour comprendre un peu justement qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Donner un peu un contre-exemple de ce que tu as pu faire au début, si tu as un exemple, bien sûr, qui te vient à l'esprit. Ce qui me vient à l'esprit, mais j'ai pas vraiment d'exemple, en fait. Pour moi, l'entrepreneuriat, surtout au début, quand on crée sa entreprise, il n'y a pas trop d'enjeux. Si ça marche pas, bon, ça marche pas. Là, je suis passé à un stade 2, hein, donc ça rigole plus.
Et je sais pas, j'ai cette image de, c'est comme si on se jetait à l'eau dans un lac noir la nuit. Ouais. Et on se jette et puis on se démerde, quoi. Il faut surnager. Peut-être on va couler, c'est pas grave, hein. Moi, à la limite, si ça s'arrête, si je fais faillite, si je dois vendre tout le matos, c'est comme ça, en fait. C'est pas, on reste vivant, en fait. C'est pas le plus important, en fait. C'est une aventure. J'ai fait des choix et puis je les assume. C'est pas. Mais en fait, on est tellement habitué à encaisser des trucs difficiles que le fait de devoir fermer la boîte, finalement, bon, bah, ça fait partie du jeu, malheureusement. Mais on va pas. Mais ce qui m'embêterait, c'est d'être surendetté, des trucs comme ça. Mais bon, là, ça, c'est un peu plus gênant. C'est d'autres Mais bon, problématiques, ça, effectivement. Ouais. mais bon, a priori, voilà. Puis, Je sais pas. bien sûr, je te le souhaite pas. Et puis, bon, ça n'a pas l'air d'être le sens que ça prend. Donc c'est top. Dernière question, peut-être la plus facile. Si demain, les auditeurs du podcast là, veulent voir ton travail, que ce soit en physique, en numérique, échanger avec toi, comment on te contacte, comment on peut voir ton travail, où est-ce qu'on te trouve? Pour voir physiquement les pièces, il y en a quelques-unes à la galerie Michel Hayem, 5 rue de Beaune, dans le 7e arrondissement de Paris. Bon, la plupart des pièces, elles sont chez des collectionneurs, elles ne sont pas visibles. Il y a une sculpture, l'Infini, au crayon, dans le bar à cigare, au fond, quand on rentre tout au fond. Là. Pas de pièces aux Arts Déco. D'accord. Bon. Non, sinon... sinon, on me contacte via la boîte mail de mon site internet. Et puis, sinon, je suis à Aubervilliers. Bon, j'ai beaucoup de travail, mais s'il y a des personnes passionnées qui veulent échanger, voilà. Bon. Eh ben, merci Nathanaël pour l'accueil dans les locaux. En tout cas, très sympathique et j'ai adoré notre discussion. Merci François de m'avoir sollicité pour ce podcast et j'étais ravi de pouvoir parler avec toi de mon parcours. Merci beaucoup et puis aux auditeurs, je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté Pourquoi. Si cet épisode t'a fait réfléchir, n'hésite pas à le partager, à t'abonner et surtout, garde en tête cette idée. Les réussites qu'on admire naissent souvent des questions qu'on ose se poser. Allez, je te dis à très vite pour de nouveaux parcours, une nouvelle voie et surtout un nouveau pourquoi. Parce que derrière chaque réussite, il y a un pourquoi.